Le port de Dunkerque s'est fixé pour objectif, d'ici 2032, d'accueillir 7 fois plus de conteneurs. Pour cela, il envisage de creuser un nouveau bassin et d'aménager des quais et des zones logistiques dans le port ouest. Il propose une solution, le bassin atlantique. Et une variante, le bassin baltique. Compte tenu des impacts importants de ce projet, un grand débat a lieu du 18 septembre au 22 décembre 2017. Une commission, composée de citoyens neutres et indépendants, a été désignée pour l'organiser. La filière conteneur a-t-elle vraiment de l'avenir? La place de l'industrie dans le port serait-elle préservée? Ce projet permettrait-il de créer les 16 000 emplois directs et indirects annoncés? Quel type d'emploi et pour qui? Quels seraient ses impacts sur l'environnement, sur le bruit et la sécurité routière? Et sur la qualité de l'air? Sur l'accès à la mer? Les routes, les voies ferrées et les canaux permettraient-ils d'acheminer ces conteneurs? Les objectifs du port sont-ils crédibles? Et ce projet est-il souhaitable? Pour que chacun puisse s'exprimer sur ces questions, vous êtes invités à des rencontres sur l'ensemble du Dunkerquois, sur les places, dans les centres commerciaux, dans les entreprises et les écoles. Ce projet vous concerne. Prenez la parole. Votre avis comptera dans la décision. Monsieur le maire, si vous voulez dire quelques mots d'accueil, soyez remerciés et vos équipes de tout le travail préparatoire qui est fait à cette réunion. Merci Monsieur le Président et bienvenue à vous Monsieur le Président et tous les membres de la commission de débat public. Bienvenue aux représentants du port, le président du port, le président du conseil de surveillance et puis vous toutes et vous tous pour venir débattre. C'est la deuxième fois qu'on accueille une réunion de la Commission nationale du débat public à Grande-Synthe. Il y a 10 ans, pratiquement jour pour jour, durant l'année 2007, on avait accueilli déjà une réunion dans le cadre de l'accueil du terminal méthanier. Et ça avait soulevé déjà beaucoup de débats à l'époque. Donc voilà, c'est pour ça que ce soir, je suis heureux à nouveau d'accueillir cette réunion ici, parce que je pense que le débat est nécessaire. Les enjeux ont été posés à travers le document que vous venez de projeter. Il y va de notre avenir et particulièrement touché à Grande-Synthe, parce que vous savez que avant que le port ne fasse le terminal méthanier, enfin pas le terminal méthanier, le quai minéralier pour les besoins d'usineurs à l'époque, les gens de Grande-Synthe allaient à pied à la mer les week-ends. Et puis cette usine est venue couper la ville de son bord de mer. Et donc la ville a déjà beaucoup contribué à l'essor de l'agglomération à travers ce sacrifice qu'elle a fait au début des années 60, fin des années 50, début des années 60. Donc pour nous, le modèle de développement, vers quoi on s'oriente, c'est des questions qui se posent aujourd'hui, parce qu'on est dans une ville aujourd'hui qui compte 24% de chômage, après avoir fait les beaux jours de l'agglomération et de la prospérité française. Donc ce genre de projet nous interroge dans tous les sens, en termes d'emploi, en termes d'environnement, en termes de loisirs même, en termes de bien-être de ses habitants, sur la question sanitaire. Donc voilà, autant de questions qui restent posées par ce débat. J'espère qu'on trouvera les réponses tous ensemble mais il ne s'arrêtera pas ce soir, on en a jusqu'au 22 décembre, c'est ça, si mes souvenirs sont bons. Donc bon débat à vous, puis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous dire quelques mots sur le débat public. Un débat public, finalement, pour quoi faire? Quand on interroge les citoyens sur, finalement, quelles sont leurs attentes pour améliorer, finalement, le fonctionnement de la démocratisation, ils répondent à cette enquête, tu peux revenir en arrière, merci, que leur première attente, c'est qu'on leur demande leur avis. Voilà. Et c'est leur première attente de loin. Cité vraiment au premier, pour améliorer le fonctionnement démocratique, demandez-nous notre avis et bien à l'avance.
Alors c'est précisément à cela que vise à contribuer le débat public et que vise à contribuer le débat public auquel vous êtes en train de participer aujourd'hui. Pour mettre en œuvre le débat public, une commission particulière a été mise en place, commission particulière du débat public, sous l'égide de la Commission nationale du débat public, qui, je vous le rappelle, est une autorité administrative indépendante. Notre commission particulière comporte 8 membres, réunis autour de son président Jacques Archimbaud, que vous venez d'entendre, avec d'autres membres qui sont à peu près tous ici. Donc je vais leur demander de se lever. Il y en a déjà 2 à cette table, Marie-Claire Eustache et Philippe Marland. Vous pouvez vous lever. Isabelle, voilà, Harel Dutirou. Ensuite, nous avons Jérôme Laurent, Jim Shears, et il me manque Barbara, mais qui ne doit pas être loin et qui va nous rejoindre. Qui est-ce que j'ai oublié? Non, j'ai tout le monde. Nous sommes 8. 8 personnes de profils différents, de parcours variés, mais qui ont en commun 2 caractéristiques qui sont fondamentales pour que ce débat puisse avoir lieu. C'est qu'elles sont indépendantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont de près ou de loin en aucune manière liées à une partie prenante à ce projet, que la partie prenante soit pour ou contre. Et elles sont également neutres et impartiales. C'est-à-dire que nous sommes ni pour ni contre le projet. Mais alors, en revanche, on est pour le débat. Donc c'est ce à quoi nous allons nous attacher maintenant. Ce débat, si on peut revenir à la slide précédente, ce débat a pour enjeu d'abord d'informer le public et de lui permettre de s'exprimer, d'exprimer ses questions, d'exprimer ses points de vue, le tout pour éclairer le maître d'ouvrage qui porte le projet, donc ici le Grand Port Maritime de Dunkerque, et que ce maître d'ouvrage puisse prendre une décision de qualité, une décision enrichie de vos points de vue, une décision qui respecte vraiment la démocratie et qui du coup est vraiment légitime. Voilà ce à quoi nous allons nous attacher maintenant. Tout est soumis au débat, il n'y a pas de tabou. Ce que l'on va questionner, c'est l'opportunité de ce projet. Est-ce qu'il faut le faire ou pas finalement? Ce sont ses objectifs. Est-ce que ces objectifs sont pertinents? Est-ce qu'ils sont correctement hiérarchisés? Ce sont ses caractéristiques. Est-ce qu'il faut le faire comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Le Grand Port a étudié 2 variantes. Elles seront soumises au débat, même si lui-même en privilégie une. Voilà, tout est soumis au débat, rien n'est tabou. Pour que ce débat puisse se tenir correctement, il faut qu'il respecte, et c'est vraiment inscrit dans notre fonctionnement au niveau du débat public, 3 caractéristiques. La première, c'est la transparence. Ça veut dire que le public doit disposer de l'information la plus complète, la plus exhaustive possible, la plus sérieuse possible. C'est vraiment le principe de transparence. Le second principe, c'est celui qu'on appelle d'argumentation. On n'est pas là pour faire un sondage, oui, non, voilà. On est là pour enrichir le débat par la confrontation des arguments. Donc ce soir, voilà, ce sont des arguments qui vont, des questions qui seront posées, des arguments qui seront développés. C'est le principe fondamental d'argumentation. Et puis le dernier, qui est tout aussi fondamental, c'est celui d'égalité de traitement, qui veut que chaque personne a droit à la parole, a droit à l'expression dans les mêmes conditions. Ça conditionne évidemment ce qui va se passer ce soir. Pour que tout ça soit réuni, ça veut dire qu'il y a un certain style d'échange avec un minimum de courtoisie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de convictions, mais on les exprime d'une manière courtoise et on est capable aussi d'entendre les convictions des autres. Dans tout ça, c'est à ça qu'on va veiller en tant que commission particulière. Et en revanche, notre objectif n'est pas de prendre parti, de donner un avis. C'est de faire en sorte que chacun ait la parole et puisse être entendu. Donc nous ne donnerons pas d'avis, mais nous pouvons émettre des recommandations sur tel ou tel point de vigilance, par exemple. Vous avez trouvé sur vos chaises, enfin j'espère, deux documents. Le dossier du maître d'ouvrage, qui est vraiment le document de référence, et puis sa synthèse sous une forme allégée.
C'est ce à quoi nous avons travaillé, enfin le maître d'ouvrage a beaucoup travaillé, mais nous avons travaillé avec le maître d'ouvrage précisément pour assurer ce principe de transparence et que ce document soit le document le plus sérieux, le plus complet, qui vous permette d'aborder tous les aspects du projet que présente le GPMD. Nous avons ensuite, ou en parallèle plus exactement, en tant que commission particulière, été à la rencontre de beaucoup d'acteurs. Là, il est marqué 80, mais on est plutôt une centaine. Pourquoi ? Pour comprendre effectivement les enjeux qu'emportait ce projet, et pour finalement identifier petit à petit, cerner de mieux en mieux de quoi il était important de débattre au cours de ce débat public. Ce travail a été conforté par une journée préparatoire qui a permis de cerner effectivement ces enjeux, ces questions clés qu'il va falloir approfondir, que nous avons commencé à approfondir puisque le débat a commencé. Je n'en dis pas plus puisque Jacques Archimbaud reviendra là-dessus dans quelques minutes. Sur la base de cette compréhension du projet et de ses enjeux et des questions critiques, nous vous proposons une articulation assez complexe, enfin bon, riche, bref, variée, tout un tas de moyens finalement pour assurer la participation du public au débat. Il y a les rencontres publiques comme celle de ce soir, c'est la seconde, il y en aura encore 2 autres, à Lune-Plage et à Gravelines. C'est la forme, j'allais dire, classique du débat public, mais nous en avons mis sur pied beaucoup d'autres, à commencer par les débats mobiles, qui sont des débats qui ont également commencé dans le cadre de ce débat. Il y en avait ici même il y a quelques jours. C'est-à-dire, ce sont des moments où nous allons vraiment à la rencontre de citoyens. Nous pensons que tout citoyen a quelque chose à dire sur ce projet ici. Et donc, nous allons à sa rencontre pour lui permettre de s'exprimer sur ce projet et surtout d'en prendre connaissance. Donc, voilà, nous allons aller un peu partout dans les centres commerciaux, sur la plage, voilà, à Malo, le 15 octobre. 25 débats mobiles tout au long de ce débat. Nous avons également ce que nous appelons des focus groups qui permettent à des groupes d'acteurs qui ont vis-à-vis du projet ou vis-à-vis du port un peu les mêmes positions, la même situation on va dire, ou en tout cas des caractéristiques communes, permettent à ces groupes d'acteurs de s'exprimer eux aussi. Donc par exemple nous avons des groupes, des focus groups, il y a eu déjà un focus group sur les acteurs portuaires, il y en aura sur les entreprises du port, les entreprises de l'Interland, les entreprises du Dunkerquois, les agriculteurs, les associations d'environnement, enfin bref, 10 focus groups. Nous demanderons également à des experts que nous auditionnerons de nous donner leur point de vue, l'idée étant à chaque fois d'aider un petit peu chacun à se faire une opinion. Parce que l'emploi est un élément critique de ce projet, nous avons mis sur pied un séminaire, ce que nous appelons un séminaire emploi et formation, en 3 séances. Donc on va vraiment approfondir cette question critique au cours de ces 3 séances. Des débats à l'université et en entreprise, et puis 2 rendez-vous pour permettre de situer le projet dans l'espace et dans le temps. Donc un rendez-vous sur l'histoire du port et un rendez-vous sur le lien entre le port et la ville. Voilà, donc toute une palette extrêmement variée. Notre objectif, encore une fois, permettre au plus grand nombre de connaître et de s'exprimer sur ce projet. Ce n'est pas terminé, il y a d'autres façons pour vous de vous exprimer. Je crois qu'un questionnaire vous a été distribué à l'entrée de cette salle. Vous pouvez le remplir aujourd'hui, vous pouvez le remplir un peu plus tard sur Internet si vous le souhaitez. C'est un des moyens aussi de vous exprimer. Je parle d'Internet, évidemment, comment imaginer un débat sans le faire supporter par Internet. Donc nous avons un site sur lequel vous trouverez tout un tas de documentation relatives à ce projet qui seront utiles pour vous informer, pour approfondir tel ou tel point qui vous intéresse, qui vous permettra aussi éventuellement de formuler des observations ou de poser des questions sur un sujet qui vous intéresse, et nous nous engageons à ce que le maître d'ouvrage vous réponde dans 15 jours, c'est ça ?
Voilà, dans les 15 jours qui suivent votre question. Et puis, il y a encore une modalité qui est réservée aux personnes morales, qui s'appelle le cahier d'acteurs, qui est un document dans lequel une personne morale, j'entends par là une association, une collectivité, enfin bon, une personne morale peut développer quelle est sa position par rapport au projet. Quand je dis la développer, c'est l'argumenter, puisque c'est un des principes de notre débat. Donc voilà, vous avez tout un tas de moyens de permettre aux citoyens de s'exprimer sur ce projet. Que ferons-nous de tout ça ? Eh bien, à la suite, lorsque le débat sera clos, nous aurons 2 mois en tant que commission particulière pour publier un compte-rendu. Une nouvelle fois, ce compte-rendu, ce ne sera pas un avis. Ça sera la synthèse des arguments qui auront été développés tout au long de ce débat, de vos avis et vos arguments. Et nous pourrons évidemment formuler un certain nombre de recommandations, lister les points de consensus et aussi les points, peut-être des points de vigilance pour le maître d'ouvrage. À la suite de la publication de notre compte-rendu, le maître d'ouvrage, donc le port, aura 3 mois pour prendre sa décision de poursuivre, de modifier ou d'annuler tout simplement son projet. Voilà ce que nous ferons de tout ce que nous sommes en train de construire ensemble. Donc place au débat maintenant. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Donc vous pouvez le faire en posant, une fois que vous aurez eu l'exposé sur le projet, vous pourrez le faire en posant vos questions. Vous aurez des micros pour cela. Et sinon, vous pouvez également écrire des questions sur des petits papillons qui vous ont été donnés et qui seront collectés par nos 4 volontaires du service civique. Je ne les vois pas, je ne sais pas où ils sont. Voilà, ils se cachent là pour l'instant, mais ils seront près de vous tout à l'heure. Karim, Audrey, Alexandra et Chanel, que l'on remercie de nous aider à faire vivre ce débat. Voilà, place au débat. Et donc, Monsieur Raison, si vous voulez bien nous présenter le projet. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Donc, je suis Stéphane Raison, je suis le président du directoire du port de Dunkerque. Je suis accompagné par François Soulette-Brugière, qui est le président du conseil de surveillance, et Erwan Lebris, qui est le pilote du projet CAP 2020. Alors plutôt que de démarrer par des longs discours, je reviendrai après là-dessus, on va vous passer un petit film pour vous expliquer ce qu'est le projet CAP 2020. Le port de Dunkerque est le grand port de commerce de la région des Hauts-de-France. Avec le projet CAP 2020, il entre dans une nouvelle ère de développement qui permettra de créer une nouvelle valeur sur tout le territoire régional, tout en tenant compte de toutes les questions environnementales. Le port de Dunkerque est le 9e port de ce qu'on appelle la rangée nord-européenne, située entre Le Havre et Hambourg. C'est un port qui historiquement a une activité industrielle importante, mais c'est aussi un port qui, sur la côte d'Opale, fait partie d'un ensemble portuaire avec les ports de Calais et Boulogne, le premier ensemble portuaire français. L'accès nautique y est facile, la proximité du rail principal maritime offre des déviations qui sont extrêmement courtes pour les compagnies maritimes. L'activité maritime au sein du port de Dunkerque est très importante pour tout l'écosystème de la communauté urbaine. Ce port, c'est 25 000 emplois, directs, indirects, induits. C'est 3,5 milliards d'euros de valeur ajoutée sur le territoire des Hauts-de-France. La valeur ajoutée créée par les espaces portuaires françaises reste faible au regard de ce qui se passe en Europe. La position géographique du port de Dunkerque nous permet d'atteindre cette zone de chalandise qui est le nord de l'Europe et de reprendre des parts de marché destinées à notre zone de chalandise qui aujourd'hui passe par les grands ports du Nord. CAP 2020 est un projet qui permet d'augmenter les capacités d'accueil des navires maritimes et le développement du conteneur. En 10 ans, la capacité à emporter des conteneurs a quasiment doublé. Il s'agit d'accompagner le développement du conteneur par le développement de la logistique, création d'entrepôts. Et il s'agit d'imaginer ce que seront les infrastructures portuaires d'ici une vingtaine d'années, mais également accompagner les développements des compagnies maritimes. Nous aurons un système qui sera totalement écologique. C'est-à-dire que les marchandises qui arriveront ici pourront repartir et desservir tout le nord de la France par des moyens multimodaux. C'est un projet qui est complètement durable,
c'est aussi un projet qui est réaliste au regard de nos capacités financières et c'est un projet qui accompagne l'ensemble du développement du territoire de Dunkerque. Le projet CAP 2020 a pour objectif principal de créer à l'horizon 2030 un port ouest 2 fois plus grand. Le scénario atlantique consiste en la prolongation des quais déjà existants sur le bassin de l'Atlantique. La préservation du patrimoine naturel au sein du port de Dunkerque est une mission prioritaire. Le port de Dunkerque a élaboré un schéma directeur du patrimoine naturel qui nous a permis de définir les zones pouvant être aménagées à terme et celles qui seraient sanctuarisées. Objectif de croissance, c'est au bout du bout 2,5 millions de conteneurs, si on doit faire simple, de développer 16 000 emplois, directs, indirects et induits, et 1,8 milliard d'euros de valeur ajoutée. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'être le plus gros en termes de tonnage. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on arrive à créer le plus de valeur possible pour les territoires. Un territoire portuaire ne vit pas seul, il vit avec sa ville. Donc cette agglomération de 200 000 habitants, elle est fondamentale et elle se base en grande partie sur l'attractivité et le développement du port. Nous avons saisi la Commission nationale du débat public. Nous avons aussi une place portuaire qui a compris les enjeux de développement autour de ce projet et qui va nous accompagner pour porter vraiment un projet d'ampleur sur le nord de la France. Je vais reprendre la parole après ce petit film. Vous avez connu pendant 42 ans le port autonome de Dunkerque. À partir de 1966, le port autonome a changé de mission en 2008 après une réforme portuaire puisqu'il a transféré des activités de manutention vers des sociétés privées. Et il s'est recentré sur 3 missions principales. La première, c'est le développement, l'exploitation et l'entretien des accès maritimes. C'est ce que vous voyez à l'extérieur, hein, les bateaux qui viennent draguer, tout ce qu'on fait sur les jetées et les digues. Le deuxième élément qui est le plus important, et c'est celui qui accompagne le projet CAP 2020, c'est le développement et la gestion de son domaine. C'est comment on arrive à amener des entreprises sur le territoire, comment on arrive à créer de la valeur. Et enfin, et aussi important que le deuxième point, c'est la préservation des espaces naturels, puisque c'est au cœur de notre mission. C'est pour ça que nous sommes 3 autour de la table. Alors Philippe Bertonèche, le président du Conseil de développement, n'a pas pu venir ce soir, il s'en excuse. Mais nous sommes organisés sur trois pieds. Un conseil de surveillance qui est présidé par François Soulet, 18 membres, qui oriente les décisions de l'établissement. Un conseil de développement qui est notre parlement du port, où toutes les composantes de la vie portuaire sont représentées, les manutentionnaires, les armateurs, les dockers, toutes les parties prenantes, des experts, des collectivités, des syndicats. Voilà. Ce parlement, c'est celui qui crée en fait les documents stratégiques. Et enfin, le directoire, donc Erwan Lebris, moi-même et Daniel Descotte. Et nous avons une mission de direction opérationnelle auprès de l'établissement au quotidien. Le projet de CAP 2020, c'est un projet que beaucoup d'entre vous connaissent, puisqu'il figure dans des cartes qui datent de la création du port autonome en 1966. C'est une carte que vous avez, une carte d'orientation de l'aménagement du port qui date des années 70. Et dans cette carte, qui figure d'ailleurs sur tous les plans que vous aviez à l'époque dans la ville, on voit très bien 2 darses se dessiner sur le port ouest. C'est pour ça que le port ouest a été acheté par préemption à l'époque dans les années 60. Le port est propriétaire de tous les terrains qui sont nécessaires à son développement et bien entendu le projet CAP 2020 se fera sur les terrains du port. Alors pourquoi on en vient à essayer de faire ce projet et pourquoi le conteneur, j'y reviendrai. La première chose, c'est qu'en 2009, comme une grande partie des ports dans le monde, ou une grande partie de l'activité économique mondiale, nous avons subi une crise majeure. Cette crise majeure, elle nous a amené 2 choses. La première, c'est en 2010, la fermeture de Total. Et la deuxième chose, en 2015, c'est la fermeture de SRD, définitivement fermée en 2016. Et une activité portuaire, ce sont 4 piliers.
les vracs solides pour nous, avec l'activité sidérurgique, les vracs liquides, avec les raffineries, ou d'autres trafics, notamment le gaz maintenant, j'y reviendrai, le trafic roulier qui est le troisième pied, enfin le trafic conteneur. Et vous voyez que aujourd'hui, le trafic du port de Dunkerque est totalement déséquilibré. Sur les 4 pieds d'équilibre du trafic, nous n'en avons plus que 2, les vracs secs et le roulier. Et donc il nous fallait travailler à partir de 2009 pour rééquilibrer ces trafics et faire en sorte que lorsque une crise survient, parce que les crises sont cycliques, que lorsqu'une crise survient, on puisse se poser sur des trafics socles et qui puissent nous permettre de passer les crises de façon beaucoup plus sereine. Voilà vers quoi nous allons. Alors l'objectif avec ce projet CAP 2020 et après la construction du terminal méthanier qui a été mis en service au 1er janvier 2017, c'est de rééquilibrer et d'arriver sur le gaz ou sur le conteneur à quelque chose qui soit plus homogène et plus équilibré. Et c'est pour ça que nous allons vers un projet conteneur. Ce projet conteneur, il s'inscrit dans une stratégie portuaire nationale que je vais passer rapidement, mais que j'ai déjà déclinée. La logistique, il faut que les ports français deviennent des espaces logistiques, comme le sont tous les grands ports du Nord-Europe. Le port d'Anvers, le port d'Hambourg, le port de Rotterdam, sont tous des grands ports de la logistique. Nous ne le sommes pas encore. Le deuxième point, c'est l'aménagement avec l'industrie. L'industrie est au cœur de notre activité. Le conteneur est une industrie. Il faut qu'on valorise tous les plans de l'industrie qui sont aujourd'hui présents à Dunkerque. Et enfin, dernier point, effectivement l'aménagement. Nous sommes devenus un aménageur du territoire. Alors pour ça, on travaille de façon très simple, avec un plan quinquennal. Nous en avons développé un entre 2009 et 2013, ce qui nous a permis d'injecter sur le territoire plus de 300 millions d'euros. On a construit pour 150 millions d'euros avec EDF le terminal méthanier, on a fait beaucoup d'autres choses avec les 150 autres millions. On a aussi beaucoup entretenu notre patrimoine. Et donc ce projet stratégique 2014-2018, qui est le deuxième, il a déjà permis de faire beaucoup de choses. Il a permis de mettre en étude et en procédure administrative un ouvrage qui est essentiel pour Arcelor, qui est le prolongement en fait du quai à Pont-d'Ereux-Ouest qui se situe à Gravelines. Ça permet d'asseoir en fait l'activité d'Arcelor sur le port de Dunkerque et d'amener de la valeur, parce qu'avec cet ouvrage-là, on pourra faire venir des plus grands bateaux. La deuxième chose du projet stratégique, ça a été trois chantiers. On a remis aux normes l'entrée du port ouest, puisque maintenant les plus grands bateaux du monde tournent dans un cercle qui fait 650 mètres, avec un tirant d'eau de 18,50 mètres. J'y reviendrai dans vos questions si vous avez des questions sur ce qu'est le tirant d'eau. Nous avons remis à niveau l'intégralité du terminal Transmanche, inauguré le 17 mars 2016, et nous avons enfin livré le terminal méthanier. Et dernier point de ce projet stratégique, c'est améliorer la capacité actuelle de notre terminal à conteneurs, le quai de Flandre, en construisant, et les travaux sont en cours, je vous invite à aller jeter un œil là-bas, parce que c'est très impressionnant, un nouveau poste à quai pour les grands navires, les plus grands navires du monde. Vous savez que, vous savez peut-être pas, mais tous les mardis matins, les plus grands navires du monde de CMA-CGM escalent au port de Dunkerque. Ces navires-là n'escalent même plus au port du Havre, ils n'escalent plus qu'à Dunkerque, en France, pour ce qui est du Range Nord. Les travaux sont en cours. Voilà, ça c'est ce que nous avons déjà fait. Et nous préparons l'avenir, puisque les processus de décision et les processus administratifs d'autorisation sont longs. Et donc nous avons ce projet pour le conteneur à Dunkerque et pour le développer. Alors pourquoi le conteneur ? Les échanges maritimes et la mondialisation sont tels que la massification, c'est-à-dire qu'on emmène de plus en plus de marchandises sur les mêmes bateaux, cette massification est de plus en plus grande. Aujourd'hui, les plus grands navires du monde font une taille de 22 000 équivalents 20 pieds, 22 000 conteneurs sur le même bateau. Ces bateaux sont prévus pour arriver à Dunkerque en 2019. Donc il faut se préparer à ça. Et ce qui va avec l'augmentation de la taille des navires, c'est une réduction des ports qui seront touchés par ces grands navires. Le conteneur, vous voyez que le marché en fait du conteneur dans le monde, c'était 180 millions de conteneurs en 2014. Le trafic conteneur de cette année a encore augmenté au plan mondial de 7%, 6,5% sur le range Nord-Europe dont on vous a parlé dans le film. Et il y a en fait 3 raisons pour lesquelles nous nous sommes intéressés aux conteneurs dans le projet d'extension du port. D'abord parce que c'est une filière en plein essor. On a un problème de... La diapositive passe pas. Alors, d'une part parce que... Mais c'est complètement bloqué ou... D'accord. Bon, alors je vais faire ça. Alors je vais essayer d'être le plus explicite possible. La première chose, c'est que le conteneur, l'augmentation du trafic conteneur
on pensait que ça allait s'arrêter, mais c'est toujours en croissance, et c'est encore plus en croissance que le PIB. Voilà, je vous donnais le chiffre de cette année. Et il est prévu dans toutes les études que nous avons pu mener, avec différents modèles de croissance, que le trafic du conteneur va doubler en Europe du Nord en 2035. Et donc nous, ce que nous allons chercher, c'est capter une petite partie de ce doublement du trafic conteneur. Le deuxième point, qui est sûrement le plus important pour vous, et pour nous tous, puisque nous œuvrons pour développer ce port, c'est que le conteneur est une filière créatrice de valeur ajoutée. 1 million de conteneurs, c'est, selon les ratios de la Banque mondiale, 6 000 emplois directs, indirects, induits. Et sur le territoire de Dunkerque en particulier, c'est encore mieux, puisque c'est de l'ordre de 10 000 emplois directs, indirects, induits. 1 million de conteneurs. Et aussi, un EVP, un équivalent 20 pieds, c'est aussi 1 mètre carré d'entrepôt logistique qui est bâti dès lors qu'on a ce conteneur supplémentaire. Et dernière chose qui est surtout la plus importante pour nous, c'est qu'aujourd'hui le modèle de desserte des marchandises en Europe du Nord est une desserte du tout camion, c'est-à-dire tout ce qui vient à destination de la France en provenance des ports du Nord, de Rotterdam, d'Hambourg ou d'Anvers, généralement arrive par la route et emprunte l'autoroute A22, l'autoroute A1 et traverse les Hauts-de-France avec son cortège de pollution, d'insécurité, etc. Le port de Dunkerque, on le verra dans une diapo supplémentaire, le port de Dunkerque, c'est le premier port multimodal en France. C'est le premier port qui transporte le plus de marchandises par la voie ferroviaire. C'est le premier port qui transporte le plus de marchandises dans le Nord-Pas-de-Calais par la voie fluviale. Et donc nous avons cette ambition de remettre sur le transport multimodal le maximum de marchandises qui arriveront par la voie maritime. Voilà. Et donc, ce qui est le plus important d'ores et déjà, indépendamment de l'augmentation des trafics, en 2035, c'est que 1,5 million de conteneurs qui arrivent en France passent par les ports du Nord et notamment par le port d'Anvers. Donc ces trafics-là, nous pouvons essayer de les récupérer parce que si ces trafics passent par le port de Dunkerque, ils amèneront de l'emploi à Dunkerque et dans le nord de la France. Ils n'emmèneront pas de l'emploi au port d'Anvers ou au port de Rotterdam. C'est ça le plus important. Voilà. Alors, pourquoi à Dunkerque ? Premier point, nous avons une géographie maritime exceptionnelle. On peut remercier ceux qui ont fait le port ouest dans les années 60 et 70, puisque nous avons le meilleur tirant d'eau pour les navires, c'est-à-dire la meilleure profondeur d'eau sous les plus basses mers. Nous sommes le deuxième port derrière le port de Rotterdam. Et il n'y a pas un port en France qui a le tirant d'eau de Dunkerque. La deuxième chose, c'est que nous sommes très près du rail, de la deuxième route maritime. Devant nos côtes passent 600 bateaux tous les jours. C'est la deuxième route maritime mondiale. Nous sommes au milieu d'une zone de consommation de l'ordre de 80 millions de personnes dans un rayon de 350 km, c'est-à-dire que nous avons la possibilité de desservir un grand bassin de consommateurs et pas que les Hauts-de-France. Nous sommes sur un corridor de transport, j'ai parlé tout à l'heure des aspects ferroviaires et fluviaux, et dernier point important, nous avons nos terrains pour faire le développement, nous avons cette réserve foncière qui nous permettra de nous développer demain. Voilà, on va passer vite sur celle-là. Premier port ferroviaire, premier port fluvial, des accès autoroutiers qui sont intéressants et nous sommes mis en synergie avec tous les ports de la région puisque nous avons créé l'année dernière une association qui s'appelle Norlink Port et qui regroupe les 4 ports littoraux et tous les ports fluviaux de la région des Hauts-de-France justement pour travailler ensemble à récupérer ces conteneurs qui aujourd'hui ne passent pas par notre port. Alors le projet, quel est-il et quels sont les enjeux ? Vous l'avez compris, renforcer la position de Dunkerque, mais en restant raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher à capter 50% du marché nord-européen. Les ports d'Anvers et de Rotterdam font plus de 10 millions de conteneurs par an. Nous, en 2035, nous cherchons à en capter 2,5 millions, dont une partie importante de transbordement. Le transbordement, c'est quoi ? Ce sont des conteneurs qui arrivent par la mer, qui sont mis à terre sur les quais, qui ne quittent pas les quais et qui repartent en mer vers d'autres destinations, notamment européennes, à 30% de transbordement, ce qui veut dire à peu près 1,9 million d'équivalents 20 pieds sur les 2 terminaux, le terminal existant et les terminaux à créer. Avec cette idée, reconquérir l'arrière-pays et se positionner comme un port important en Europe du Nord. Ça va amener quoi ? Le développement des activités logistiques. La région veut faire des Hauts-de-France le hub logistique du nord de la France.
On y participe, nous sommes le seul port de commerce de la région des Hauts-de-France. Calais est un port roulier à destination de la Grande-Bretagne et nous voulons ramener cette valeur ajoutée, 16 000 emplois complets sur tout le nord de la France et 1,8 milliard d'euros de valeur ajoutée sur tout l'arrière-pays. Réduire l'impact écologique, j'en ai parlé, on essaiera de faire le maximum en matière de report modal sur le fer et sur le fleuve. Et alors nous avons un objectif complémentaire intéressant sur le plan de l'impact écologique, c'est que pour faire ces travaux, il va falloir creuser la terre, enlever du sable qui est dans la plaine de Flandre, et ce sable sera utilisé pour protéger le littoral, recréer des espaces de plage le long du littoral, et aussi lutter contre la submersion marine dans le cas où la mer relèverait son niveau de façon importante. Alors le projet, je l'ai dit, la solution qui a été choisie par le port, c'est ce qu'on appelle la solution atlantique. C'est effectivement continuer l'aménagement qui est en cours de ce bassin de l'Atlantique qui est le quai conteneur, en ajoutant en 2 phases 4 nouveaux postes à quai, 4 fois 500 mètres de quai supplémentaires, et en utilisant les matériaux issus du dragage pour faire 350 hectares de zones logistiques complémentaires. Ça sera fait en 2 phases, donc ça représente 405 millions d'euros d'argent public, 250 millions sur la première phase, 150 millions sur la deuxième phase, et des investissements privés, puisque le port n'achète pas des portiques, le port ne réalise pas les terre-pleins des terminaux, ce sont des opérateurs privés qui le feront. Et alors nous avons choisi cette solution plutôt qu'une variante que nous avons étudiée dans le détail, et je remercie toute la place portuaire de nous avoir poussé à faire cet effort que vous retrouvez dans le dossier de maîtrise d'ouvrage. Nous avons étudié 2 solutions et nous avons présenté plutôt une variante. Cette variante qui s'appelle Baltique, elle pourra se faire sur le long terme. Elle est beaucoup plus chère et pour l'instant, parce que nous ne pouvons pas porter la première solution sur le plan financier, nous, et pour d'autres raisons que je détaillerai dans les questions-réponses, nous avons plutôt privilégié la solution atlantique. Et les critères, ils ont été nombreux. Il y a des critères environnementaux, il y a des critères d'emprise, il y a des critères de matériaux à draguer. Il y a beaucoup de choses qui nous ont amenés à vraiment plutôt se focaliser sur la partie plus ouest et donc dans la continuation. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le débat. La commission, enfin CAP 2020 dans le temps, c'est d'abord ce temps de débat public qui pour nous est fondamental parce qu'il nous a fait prendre conscience d'une chose, c'est que le port était peut-être depuis les années 2001 et les attentats du 11 septembre, le port s'était un peu refermé sur lui-même puisqu'on a été obligé de tout sécuriser, tout fermer pour des questions de sûreté. Et ce débat, c'est aussi fondamental pour aller vers le citoyen, pour faire en sorte que les citoyens se rapprochent de leur port. C'est votre territoire, et nous travaillons à ce que ce territoire se développe, mais il faut aussi que le citoyen puisse approcher le port et puisse voir ce qui se passe dans le port. Donc il va se passer plein de choses, cette année le débat, l'année prochaine décision de poursuivre, après tout un tas de processus administratifs et techniques, et puis après l'enclenchement des phases de travaux, si bien sûr le port décide de continuer le projet et de faire une décision de poursuivre en 2018. Voilà, je ne vais pas être plus long, et puis bien sûr on répondra à toutes vos questions. Parfait, merci beaucoup Monsieur le Président. On va donc rentrer dans le vif du sujet. On va donc découper notre soirée et notre échange en 2 temps, de façon à ce qu'on approfondisse bien chacun des sujets. Pour organiser la discussion en 2 temps, on a procédé de la façon suivante. On a d'abord écouté ce qui nous a été dit à l'occasion des phases précédentes. D'abord de la journée préparatoire. Est-ce que je peux avoir la... Voilà. Donc nous avons tenu une journée préparatoire, il en était question tout à l'heure, 200 participants, 90 groupements. En gros, on leur pose la question de quoi vous voulez qu'on discute, de quoi il vous paraît important qu'on discute à l'occasion de ce débat. Ensuite, nous avons eu, 2e slide, la réunion d'ouverture à Dunkerque avec à peu près 400 personnes à la SSI. Et là encore, d'assez nombreuses questions ont été posées. Ensuite, on a tenu un premier focus group, il en était question tout à l'heure, réuni à l'UMC, dont je salue d'ailleurs le président, qui a eu la gentillesse de nous accueillir. De nombreuses questions ont été posées à l'occasion de ce focus, ce groupe, comme d'ailleurs de nombreuses questions seront posées dans d'autres occasions. Et enfin,
Nous sommes allés directement au contact des citoyens à l'occasion du débat mobile. Évidemment, là, c'était moins des spécialistes, hein, c'était moins des professionnels. Nous avons distribué, ça vous donne comme une ampleur la première séquence, distribuer un certain nombre de documents, notamment les documents de synthèse, de présentation du projet. On a eu un certain nombre de conversations, 500. Conversation, c'est un temps qui dure un peu, c'est pas prenez le tract, et voilà. Donc c'est des échanges déjà qui commencent avec les citoyens. On a des questionnaires qui ont été d'ores et déjà renseignés. On a collecté des avis et des questions de façon à ce que on aille recueillir l'avis du citoyen. Et à partir de là, on a donc, slide suivant, sur la première partie de notre discussion, on a mis là des mots-clés. Les mots-clés, c'est les sujets dont les gens nous ont parlé. Alors on les a mis évidemment, c'est un logiciel qui permet de ça, en fonction de la fréquence avec laquelle ces questions sont revenues. Vous voyez que, bon, mais je vais y revenir, peut-être. Donc là, c'est des enjeux un peu globaux de la discussion, notre première partie de la discussion de ce soir. Et vous avez par ailleurs, deuxième slide, les enjeux plus locaux qui correspondent à des choses qui nous ont été dites. Évidemment, nous n'introduisons pas dans le débat des choses qui ne nous ont pas été dites par nos concitoyens. Donc la première partie, on revient au slide précédent, concerne la discussion générale un petit peu à partir de l'exposé qui a été fait par monsieur Raison. Voilà en gros les sujets qui nous ont été dits par les personnes que nous avons vues, soit dans les entretiens préparatoires, soit dans la rue, soit à l'occasion des différents focus. Donc si on peut afficher cette liste de questions, je la vois pas, voilà. Alors c'est en vrac, hein. En gros vous voyez la question de l'emploi. Ça revient tout le temps. Les emplois, c'est combien, c'est quand, c'est pour qui. Et autour de la question des emplois, la question de l'avenir de l'industrie. Quelle place l'avenir industriel? Monsieur Raison a commencé à répondre à cette question. Quelle place pour la filière conteneur? Quelle place pour les vracs? Bon. Et au fond, comment tout ça renforce la puissance du territoire, sa compétitivité, son attractivité? Bon. Comment les ports vont-ils coopérer? Quelle concurrence entre les ports? Quelle cohérence des politiques portuaires? Voilà. Comment on va mettre sur des trains et sur des bateaux, sur des péniches, les conteneurs qui arrivent, ou à l'inverse les amener pour qu'ils puissent sortir davantage? Quelles innovations, hein, le port, là on construit je sais pas quelle est la durée d'un bassin portuaire, mais enfin on construit pour des dizaines d'années, donc il faut qu'on se projette dans les dizaines d'années à venir, la place du tourisme, les nouveaux services. Enfin, donc il y a une série de questions qui ont été posées. Peut-être reviendront-ils. Vous êtes évidemment tout à fait libre de poser les questions qui vous paraissent importantes. Discussion générale. Pourquoi ce projet? Comment ce projet? Dans quelles échéances? Vos interpellations diverses et variées. La parole est à vous. La règle du jeu, c'est vous levez la main, on vous donne la parole, 3 minutes. 3 minutes pour vous, 3 minutes pour le maître d'ouvrage pour répondre. Aussi, il y a 2 questions, 2 fois 3, 6 questions. Enfin, c'est 50% du temps pour vous, 50% du temps à la louche pour le maître d'ouvrage. Si vous voulez poser une question par écrit, cette question sera amenée à la table, et on y répondra de la même façon. Ça nous permet de regrouper un peu les questions. Donc, on discute dans un premier temps des impacts généraux du projet dans son ensemble. Puis dans un deuxième temps, on regarde davantage peut-être les impacts qui sont liés à Grande-Synthe ou au territoire d'une façon plus générale. Qui demande la parole? Alors vous, monsieur, je vous en prie, on va vous donner le micro. 3 minutes, questions, avis, observations, remarques. Et si vous pouvez vous présenter de façon à ce que on sache qui dit quoi à qui. D'accord. Je vous en prie, monsieur. Gérard Mirou. Bon, alors tout d'abord, je dirais qu'on est réunis pour un débat sur 2 projets. Bon, je pense que je vais faire l'impasse sur le choix du projet puisqu'il est déjà fait. Hein? On a le Baltique qui coûte 140 millions de plus. Voilà, donc on a pris le moins cher. Et on sait déjà qu'on est déjà en train de faire les préparatifs pour les travaux. Donc je ne vois pas pourquoi on va se positionner sur un choix. Et ensuite, le projet Atlantique, effectivement, comme ça a été rappelé, ça fait longtemps qu'on le connaît. Mais alors, très longtemps, ça fait plus de 50 ans, et qu'on a vu les schémas de ce prolongement du bassin atlantique. Alors après, c'est sans doute pour ça que la 16 a été déviée. D'ailleurs, on le voit bien sur le schéma. Alors,
première question, avec ce projet, on va donc couper ce qu'on appelle l'ancienne nationale 1, qui permet aux gens de circuler rapidement entre les agglomérations de Gravelines, Grandfort et Lonne-Plage, Dunkerque. Alors je dis ça pour les gens, pas seulement pour aller au marché ou etc., mais aussi tous les salariés qui se déplacent. Alors qu'avez-vous prévu pour effectivement ces gens qui vont circuler et qui ne pourront plus le faire dans les conditions d'aujourd'hui et où la rallonge en kilomètres va être très importante. Avez-vous prévu de remplir les réservoirs des salariés? Alors ensuite, j'ai entendu, on va essayer d'imposer à ce que un maximum de boîtes, j'avais appelé ça des boîtes pour les conteneurs, soient mises sur le rail ou sur la voie d'eau. Ah mais c'est très bien. Parce que moi, ce que j'ai vu, les premiers chiffres qu'on a vus, je peux vous dire que la noria de camions va être infernale. Alors la 16, elle est déjà saturée un maximum, et si en plus les gens de Gravelines, Grandfort, et ou de l'autre côté pour aller en sens inverse, doivent prendre la 16 pour aller d'un bout à l'autre, ça va être très difficile. Alors, avec cette question sur le trafic, le report du trafic camion sur rail ou voie d'eau, je vais en venir sur effectivement le canal Seine-Nord, comme on l'a vu tout à l'heure, question qui a déjà été posée. Alors je dois dire que le port du Havre, à laquelle apparemment on fait peu de cas, ils ont du mouron à se faire, mais aussi Dunkerque, avec le canal Seine-Nord. Parce que quels sont les investissements autres que ceux pour le bassin de l'Atlantique? Quels sont donc les investissements qui sont prévus pour, par exemple, le canal Dunkerque-Escaut? Quels sont-ils? Relèvement des ponts, les écluses, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un investissement très important là à faire. Et tant que ça c'est pas fait, on regardera passer les bateaux, les immenses bateaux péniches plutôt, avec les conteneurs sur 3 niveaux, on les regardera passer pour aller de l'autre côté vers le nord. Il faut conclure, monsieur. Et qu'avons-nous prévu pour imposer au lobby de camions que les boîtes soient mises en majorité sur le rail et la voie d'eau? D'autre part... Il faut vraiment conclure, monsieur. Oui, tout le monde puisse parler. D'autre part, le port est truffé de canalisations d'eau, et notamment potable et industrielle. Elles vont devoir être déplacées. J'aimerais savoir juridiquement comment ça marche. Les canalisations appartiennent-elles au port? Qui va investir pour faire toutes ces modifications? Et d'autre part, l'ultime question, ce sera la dernière. Je vous en prie. Passer d'un trafic de 400 000 à 2,5 millions de conteneurs entre 2017 et 2035 est-il réalisable quand la Terre chauffe? Et qu'il faudrait revoir toute notre façon de produire, consommer, échanger. C'est-à-dire qu'on doit plus faire de l'économie circulaire et en place pour pouvoir respecter la COP21 par exemple. Mais c'est vrai que là, le capital, il s'en fout un peu de tout ça. Bien, merci monsieur. Donc vous avez un peu débordé de votre temps, mais comme vous avez posé des questions qui sont intéressantes, je vous ai accordé un petit temps supplémentaire. Là, il y a 2 séries de questions. Il y a une série qui relève du première partie, à l'évidence, et une deuxième qui relève de la deuxième partie. Alors, première question sur le réchauffement climatique, le modèle de développement. Deuxième question sur le canal Seine-Nord. Et troisième question sur la capacité du report modal, mettre les choses sur les trains et les bateaux. Pour cette première partie, que je retiens, que vous avez posée sur la départementale, ex-nationale, sur les trafics de camions, etc., des questions que je remettrai dans le débat de la deuxième partie, d'accord? Impacts globaux, impacts locaux. Je ne sais pas comment vous voulez répondre, monsieur. Donc, modèle de développement, réchauffement climatique, conteneurs, report modal. D'abord, je vous remercie pour vos questions qui sont extrêmement précises. Donc,
Je suis très heureux que vous puissiez nous interroger sur ces sujets-là. Le premier point sur le débat sur la mondialisation et sur le passage de 400 000 à 2,5 millions. Je l'ai dit peut-être un peu vite dans mon exposé, mais déjà on passe pas de 400 000 à 2,5 millions, on passe de 400 000 à 1,9 million, puisqu'il y a une partie du trafic qui va être un trafic de transbordement. Donc des conteneurs qui ne sont pas dédiés à l'Interland dur, donc à l'arrière-pays du port de Dunkerque, mais qui vont repartir à destination d'autres pays en Europe du Nord, puisque les bateaux pour lesquels nous travaillons aujourd'hui sont des énormes navires et ils ne s'arrêtent plus dans tous les ports, et donc les conteneurs qui sont dessus repartent vers d'autres pays parce que les ports en question, dans ces pays-là, ne peuvent plus accueillir les grands navires. Nous ne nous mettons pas dans un débat sur faut-il aller contre la mondialisation. Notre sujet, c'est que aujourd'hui, la France est alimentée largement par un système de transport qui ne passe pas par les ports français. Sur les 10 millions de conteneurs à destination de la France chaque année, 5 millions passent par des ports étrangers. Gênes, Barcelone, Anvers, Rotterdam, Hambourg. Et sur ces 5 millions de conteneurs, il y en a 2,5 millions qui passent, qui restent dans où la marchandise reste dans les conteneurs, et 2,5 millions où la marchandise sort des conteneurs et va dans des camions. Donc le premier processus que nous cherchons à faire, c'est à regagner ces parts de marché et à récupérer ces conteneurs pour qu'ils passent par le port de Dunkerque. Ça, c'est le point principal de ce projet. Et nous accompagnons la croissance du trafic en Europe du Nord pour n'en capter finalement que 2,3% sur la totalité de ce qui viendra en Europe du Nord en 2035, ce qui est quand même très très faible. Deuxième point qui me paraît relativement important, changement climatique, modèle de développement. Aujourd'hui, tous les transporteurs, quels qu'ils soient, que ce soit la route, que ce soit le transport maritime, que ce soit le transport fluvial, on était encore à Gennevilliers ce matin dans une discussion avec nos amis du Havre et nos amis d'Aropa, tous les transporteurs font un effort énorme sur l'impact à l'environnement. Vous ne pouvez pas vous imaginer toutes les solutions qui existent et qui sont développées sur la limitation des gaz à effet de serre, des pollutions dans tout le transport. On espère que très bientôt, des compagnies maritimes les plus grandes du monde annonceront des bateaux qui vont fonctionner au gaz naturel liquéfié et donc qui ne rejetteront dans l'atmosphère que du CO2 et que de l'eau. Voilà. Ça, c'est aussi important et ça va très très vite. Donc, nous accompagnons. Alors, le changement climatique est avéré, il est réel. Ce projet, c'est aussi un moyen pour le port et pour son territoire de se défendre face à la montée de la mer. Avec les 29 millions de mètres cubes à creuser, nous allons réutiliser quasiment 10 millions de mètres cubes pour pouvoir protéger le littoral, protéger les populations contre la remontée du niveau de la mer. Et ça, c'est aussi un point important. Notre projet n'est pas fait que pour aménager, il est fait aussi pour pouvoir protéger. Alors, le canal, on était ce matin avec Madame la ministre des Transports, donc qui a, avec son collègue des comptes publics, annoncé qu'une solution avait été trouvée pour la réalisation du canal. Donc aujourd'hui, il y a un gros travail qui se fait pour transformer la structure porteuse juridique qui va construire le canal pour la rendre régionale. Ça, c'est ce qui est en place en ce moment. Ce que nous pensons vis-à-vis du canal, c'est deux choses. La première chose, c'est le canal, il va aider Dunkerque. Non pas sur les conteneurs d'abord, mais d'abord sur les vracs. Ça, c'est le premier élément. Notamment les céréales. Je vous rappelle que nous sommes la première région, les Hauts-de-France, céréalière française. Nous sommes la première région sucrière. Nous avons besoin d'amener des matériaux de construction à destination de la région parisienne dans le cadre de grands chantiers sur Paris. Et donc le canal, il n'a pas à ce stade besoin des 1 ou 2 milliards d'euros de relèvement des ponts dont on parle ici à Dunkerque depuis 30 ans. Il y a 5,25 m de tirant d'air sur les ponts, nous pouvons passer 2 couches de conteneurs, c'est largement suffisant pour alimenter le bassin tel que nous l'avons. Donc le canal est un plus, il figure dans notre dossier, mais ce que nous voulons faire, c'est du transport fluvial et du transport ferroviaire, puisque en tant que premier port ferroviaire français, et en tant que premier port le mieux desservi de France, avec l'artère nord-est pour aller vers Strasbourg, et avec l'ensemble des 3 voies ferrées électrifiées demain, avec Randuflier-Verton, les 3 doubles voies électrifiées à destination de l'Oise, nous avons d'ores et déjà
les réseaux pour pouvoir desservir la totalité des Hauts-de-France. Parfait, le temps est à peu près équilibré. Qui veut poser une autre question sur ces projets, sur la dimension un peu générale du projet, sur les questions qui ont été dites là, capacité à capter la filière conteneur, Interland, les sujets de transfert de report modal. Je vous en prie. Est-ce qu'on peut, voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter et dire le cas échéant si vous appartenez à une association, si vous êtes un citoyen ordinaire, fermez les guillemets. Bonjour, ça fonctionne? Oui. Laurent Faucon, je me présente en tant que citoyen, écologiste, membre d'associations plusieurs diverses et variées. Par contre, je vais partir sur l'opportunité même du projet, puisque je crois que sur les 100 débats ou la petite centaine de débats qu'il y a eu depuis l'existence de la CNDP, il y en a quand même eu plus d'un tiers de projets qui ont été arrêtés, annulés, un tiers qui ont été fortement modifiés et un tiers qui ont été modifiés à la marge. Donc je pense qu'on a une vraie capacité à peser pour les modifications éventuelles de projets, voire d'annulation. En tout cas, je crois vraiment en ce débat public, sinon je ne serais pas là. L'argent public, une question, d'où vient-il exactement? J'ai noté 400 millions, il y a 70% a priori, et l'argent privé, bon, je pense aussi que là, ça nous donne des arguments importants sur la nature des fonds, et donc augmente la légitimité du public à peser sur ces dossiers. Alors, sur le côté, l'orientation politique forte de ce type de projet, parce que ça s'inscrit dans la continuité d'un modèle quand même libéral fort, qui augmente et qui accélère les échanges, et j'en profite quand même pour attirer l'attention sur les dangers du TAFTA, du CETA, dont la population est très critique, et je vous invite à écouter tous les arguments sur les biais de ce type d'échange, et pour lequel ce type de modèle vise à augmenter les échanges importants dans le même temps où on est effectivement dette écologique depuis le 4 août. Et il faut s'interroger réellement sur notre modèle de développement. Alors en tant que citoyen, je me demande vraiment si on doit encore ramener sur notre territoire autant de produits qui sont d'ailleurs souvent produits avec des normes sociales, environnementales basses, qui viennent d'ailleurs, et si toute notre capacité d'investissement à ramener des produits d'ailleurs, elle ne vient pas en contradiction avec le besoin de relocaliser notre économie, de développer les circuits courts, d'investir dans l'innovation, dans en tout cas des projets autres pour la mutation nécessaire de notre territoire, pour son industrie, mais pour sa transition, et probablement qu'on a tous besoin d'emplois, bien entendu. Il y a 16 000 emplois annoncés ici, quels sont-ils? 5 000 emplois dans le Dunkerquois, sont des paris, et lesquels? Mais en tout état de cause, avec quelques centaines de millions investis dans la transition écologique, il est bien probable qu'on peut créer bien plus d'emplois durables, non délocalisables. Et ici, on décide de mettre, et le port, a priori, décide de mettre quand même toutes ces cartouches, ou en tout cas 15 ans d'investissement, dans ce type de projet. Moi, ça m'interroge sur le dimensionnement et autres. Je m'interroge aussi sur le fait qu'on a déjà des quais, on a déjà un tirant d'eau de 18,50 mètres qui permet d'accueillir des nombreux bateaux. Alors sur les projections qui étaient données il y a pas si longtemps que ça, on nous disait qu'on devrait aujourd'hui arriver à 600 000 EVP sur le territoire, je crois. Pourquoi aujourd'hui on n'est qu'à 350 000? Est-ce que c'est le fait de créer des quais? Est-ce que c'est le fait de créer des darses? Est-ce que c'est le fait de créer des plateformes de logistique qui vont amorcer la pompe à conteneurs? Je ne suis pas sûr. Je crois que le Havre a créé énormément de quais également, et où on en est. Alors dans la phase travaux, on crée de l'emploi certainement, mais je voudrais vraiment comprendre pourquoi les opérateurs ne viennent pas ici. On a supprimé les écotaxes, est-ce qu'il ne faut pas inventer des nouvelles choses pour... Il faut conclure, monsieur. Il faut conclure, merci, mais c'est vrai, vous avez donné la parole 2 fois au premier débat, j'ai réclamé longtemps, et voilà, donc je me permets quand même, voilà, si vous le permettez, ou alors j'interviendrai après, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de... C'est mieux que de toute façon, que chacun puisse... beaucoup de questions sur l'intermodalité. Une réponse, d'accord.
Donc, on a deux types de questions. Une question un peu semblable, la question qui a été posée sur le modèle de développement. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les objectifs que vous fixez là, puis toute une série d'objectifs globaux après lesquels on court, à tort ou à raison. Voilà. Donc ça, c'est une question. Voilà. Bon, finalement, quand vous êtes dans le sens de l'aggravation de la situation. Au contraire, comment vous améliorez la situation en fonction des stratégies qui sont notamment par rapport à la relocalisation du circuit. Première question. Puis deuxièmement, est-ce que vous estimez que les équipements, deuxième question, les équipements qui sont là sont pas suffisants? Pourquoi on a besoin d'équipements supplémentaires? Enfin, deux questions parmi celles qui ont été posées. Oui, je vous en prie, monsieur. Oui, merci. Évidemment, ce sont des questions importantes qui dépassent largement d'ailleurs le cadre du port, c'est clair. Hein. Quand on regarde l'histoire, on voit que la richesse a toujours été créée par l'échange, depuis 100 000 ans, si on peut dire. Bon. Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas de ce côté-là. La deuxième remarque que je ferai, c'est que actuellement, le monde change très très vite en matière de logistique. Très très vite, ça veut dire que les techniques qui sont émergentes aujourd'hui vont nous permettre de travailler avec des ratios de propreté qui sont complètement inédits par rapport à ce qu'on avait autrefois. On était encore, comme l'a dit Stéphane Raison ce matin, avec VNF et les transitaires français sur comment le fret fluvial va évoluer. On voit bien que des nouveaux bateaux, des nouveaux moteurs, des nouveaux systèmes d'optimisation des trafics, etc., vont faire que les ratios qu'on utilise aujourd'hui, qui sont intenables dans le futur, si on va sur le même ratio dans les progressions qu'on attend, vont devenir acceptables dans la mesure où la diminution de la pollution des moyens de transport va être très très importante. J'en veux pour preuve parce que ça existe. Regardez les camions. Entre un camion Euro 3 et un camion Euro 6, la pollution est divisée par 20. Bon, et c'est pas fini. Hein. Il y a toute la révolution électrique qui va arriver, qui est la révolution de l'hydrogène, la révolution du gaz naturel, etc., qui font que les chiffres avec lesquels on travaille aujourd'hui ne seront pas les chiffres avec lesquels on pourra travailler demain. Donc il faut en tenir compte aussi, hein, et pas tout calculer sur ce qui se fait aujourd'hui, mais sur ce qui va se faire demain. On peut le dire d'autant plus facilement que les prototypes sont là et quelquefois les réalisations. En ce qui concerne la relocalisation de l'économie, évidemment, on souhaite tous à la fois relocaliser les entreprises, en même temps, on souhaite que ces entreprises ne soient pas trop près de chez nous. Un ancien directeur du port, il appelait ça les Pumas. C'était les projets utiles, mais ailleurs. Bon. Et donc, il faut qu'on sache faire la part des choses. Nous, avec le projet CAP 2020, on va créer des centaines d'hectares pour des zones logistiques et industrielles. Donc on a la capacité de ramener des industries et de ramener des entreprises sur le port. On va le faire. Mais effectivement, mettre une entreprise sur un port, il y a aussi un certain nombre de contraintes. On essaie de faire que ces contraintes soient minimum, clairement. Hein. Vous savez que le port de Dunkerque, parmi les ports du Range Nord, mais même si on prend toute la France aussi, est un des ports qui est le plus en avant en ce qui concerne la protection de l'environnement et la capacité à recréer des zones permettant la diversité de la faune et de la flore de continuer à vivre. C'est un cas qu'il faut dire. Je voulais juste rajouter une chose pour Monsieur Carême à propos de l'accès à la plage et l'accès. Oui, c'est vrai que ça a été un souci. Le projet CAP 2020 en tant que tel ne contraint personne de plus à se couper de la plage. Hein, il faut être clair. Ce projet n'impacte pas le trait de côte et n'impacte pas l'accès, qui n'est pas très bon partout, je suis d'accord avec vous, mais n'impacte pas, ne contraint pas plus le citoyen de ce côté-là. Bon, voilà. Alors, c'est la deuxième partie. Sur les équipements supplémentaires, peut-être. Attends, la réponse que vous faites, c'est une réponse optimiste. En gros, technologiquement, on pourra transporter plus de matériaux avec des impacts écologiques plus faibles. En gros, la réponse que vous faites. Ça, c'est sûr. Et donc moi, ça s'appelle quand même une question qui a été posée dans le débat, c'est est-ce qu'on a les moyens de mesurer ça? C'est-à-dire qu'en gros, entre monsieur qui va dire bah non, pas du tout, vous allez nous jeter du carbone partout, de la pollution atmosphérique, etc. Et puis, est-ce qu'on a des instruments de mesure possibles, des évaluations, je sais pas, du type bilan carbone, empreinte écologique, et comment on sort de cette discussion finalement un peu générale? Il y a bien eu le Dieselgate, oui. bon d'un côté, mais d'un autre côté, quand vous mesurez
vous allez au cul du camion Euro 6 ou d'un autocar, parce que vous mesurez la quantité de CO2 et la quantité de particules qui sortent par rapport à ce qui se faisait sur un Euro 3, vous avez votre réponse. Oui, mais c'était sur le bilan global, en quelque sorte, écologique, de ce que vous dites. Et, bon, il y a une discussion, mais en tout cas, est avérée. Mais sur le bilan global, un peu de ça, parce qu'au fond, il faut bien qu'on sorte, à partir du débat public, d'autres choses que d'affirmations. Alors, il y a deux choses, Monsieur le Président. Oui. La première chose, c'est on a été les premiers à Dunkerque, en 2010, à faire un schéma naturel, enfin un schéma directeur du patrimoine naturel. C'est l'organisation sur notre territoire de la gestion de la biodiversité sur le long terme, avec un objectif principal qui s'appelle un éco-bilan en fin d'aménagement, de dire qu'on va créer plus de biodiversité qu'on en a détruit en aménageant. Donc ça, c'est un indicateur. Et ça, c'est suivi tous les ans ou tous les 2 ans par les inventaires, et on présente les inventaires à toute la population via notre plan d'aménagement et de développement durable et via les ateliers du développement durable qu'on fait entre 4 et 5 fois par an. D'ailleurs, si vous regardez notre site internet, le seul document que vous voyez en première page, c'est notre planning annuel des actions en matière de développement durable. Donc ça, c'est factuel et c'est ce qu'on va mesurer. La deuxième chose, c'est plutôt des outils. 2 points. Nous aurons, à partir de l'année prochaine, puisque nous avons signé une convention avec Dunkerque LNG, la possibilité d'extraire du terminal méthanier du gaz naturel liquide pour pouvoir alimenter soit des bateaux, soit des camions, soit des barges. Donc nous aurons l'outil qui nous permettra de faire en sorte que ces moyens de transport émettent moins de polluants et soient moins traumatisants pour l'environnement. Dans les années 2018-2019, nous avons inscrit dans notre programme d'investissement la réalisation d'une station d'avitaillement maritime au GNL. Et enfin, dernier point, nous équiperons l'année prochaine le quai de Flandre, et ça sera une première en Europe. Nous équiperons le quai de Flandre de ce qu'on appelle le cold ironing, qui est en fait un branchement à quai des navires, et les navires qui seront en escale sur le terminal des Flandres pourront être branchés et donc n'émettront plus de polluants dans le bassin de l'Atlantique. Donc vous voyez que ce sont non pas là des mesures, mais des outils qui vont nous permettre assez rapidement d'être en avance par rapport à l'ensemble des autres ports et de pouvoir être plus respectueux de l'environnement. Donc effectivement, on ne va pas faire le monitoring, comme on dit en anglais, sur tous les points, mais en tout cas, on se dote des outils pour être le moins impactant possible. Ce qu'on essaye de faire depuis plus de 10 ans. Hein. Alors, on ne fait pas forcément tout bien, hein, mais en tout cas, on est quand même assez ambitieux dans notre programme environnemental. Si vous permettez juste un complément pour dire que ce branchement des navires que l'on fait, il faut bien voir que les navires aujourd'hui, un navire consomme à peu près autant d'électricité qu'un village de 10 000 habitants. Donc quand on dit qu'on va brancher le navire, on n'arrive pas avec notre prise de 220 et notre rallonge. Hein. Un branchement, ça coûte plus d'1 million et 1,2 million ou 1,3 million d'euros. Hein, le branchement. Vous voyez. Donc ce sont des efforts quand même qui sont conséquents pour réduire justement la pollution une fois que le bateau est arrivé. Sans compter tous les efforts qui sont faits pour les navires pour éviter le soufre et les inconvénients que l'on connaît aujourd'hui sur ces bateaux. Sur les équipements, parce que j'ai prolongé la question du monsieur. Oui, effectivement, sur les équipements, vous avez cité un chiffre qui date des années 2000-2001 par rapport au premier poste à quai sur le quai de Flandre. Alors c'est très simple, hein, le poste à quai de Flandre, c'est qu'en fait, le temps qu'on réalise, alors sur le conteneur, le problème de Dunkerque, c'est que quand on aurait dû investir à l'époque, dans les années 70, on n'avait pas l'argent pour investir, puisque on a eu le choc de la construction navale et on a eu du mal à s'en remettre. Et donc dans les années 2000, on a investi à contre-cycle et trop tard par rapport aux conteneurs. Et surtout, on a fait un seul poste à quai sur les grands navires, et la taille des navires a augmenté plus vite que les infrastructures. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec un manque de disponibilité à quai. Tous les quais du Port-Est, de toute façon, ne peuvent absolument pas nous permettre d'entrer les grands navires. Et donc, on court après l'infrastructure. Mais on a une première étape, c'est la réalisation de l'extension du quai de Flandre actuel. Et une deuxième étape qui sera la mise en place d'un nouveau terminal à conteneurs supplémentaire à celui-là. Mais si aujourd'hui, vous n'avez pas 2 postes à quai grands navires, plus des quais pour traiter les navires, vous êtes dans l'incapacité d'accueillir
une grande compagnie maritime mondiale, ça c'est clair. Et ça c'est ce qui nous est arrivé dans les années 2006, puisque finalement le terminal a été amodié une première fois à IFB, une deuxième fois à Maersk, et enfin à partir de 2010 à CMA-CGM, on est quand même passé entre 2010 reprise du terminal et aujourd'hui de 200 000 à, je l'espère, à la fin de l'année, 400 000 équivalents 20 pieds. Enfin, j'ai une question. Est-ce que ça vous agace, parce que j'ai le sentiment que ça vous agace un peu, Monsieur Raison, quand on vous dit que c'est de l'argent public et qu'il n'est pas scandaleux de discuter de ça? Alors, est-ce que ça, moi, il n'y a rien qui m'agace, Monsieur le Président. Je fais des réponses factuelles à des questions. Alors, et la réponse est très simple. Ce projet-là, c'est un projet qui est qui est séquencé. Si vous avez lu attentivement le dossier de maîtrise d'ouvrage, vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs temps de réussite dans le projet. Le premier temps de réussite, c'est que le premier terminal fonctionne. Pas investir de l'argent dans un deuxième terminal si le premier marche pas. Ça n'aurait pas de sens. Donc, l'argent public, on va l'investir si et seulement si on est sûr que ça réussira. On ne va pas investir par plaisir et dépenser 250 millions d'euros dans une opération si finalement on n'a pas le bénéfice de l'opération après. Donc pour revenir à votre question sur ne vaut-il pas mieux investir ça dans de la transition écologique, etc. Nous, on a notre objet Grand Port Maritime, c'est le développement et l'aménagement du territoire, le développement portuaire et industriel. Donc bien entendu, on va aller chercher le maximum d'entreprises pour qu'elles s'installent sur le port de Dunkerque. Donc ça sera de la relocalisation ou de la localisation, puisque des entreprises cherchent à se développer. Et puis après, l'ensemble doit former un tout entre la logistique et l'industrie. Et ça, on le fait avec un objectif principal qui est notre marque de fabrique, c'est l'écologie industrielle. Ce qu'on veut faire, c'est que toutes nos entreprises soient liées les unes aux autres pour qu'elles soient plus résilientes, plus durables, mais pas durables, enfin plus durables sur la longueur. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est qu'on ne nous dise pas dans 2 ans celui-là il a disparu, dans 3 ans celui-là il a disparu parce qu'il était plus compétitif. Nous ce qu'on veut c'est amener de la valeur aux entreprises qui sont là pour qu'elles restent longtemps. Alors, si on peut éviter de compter le temps de parole de Monsieur Raison quand c'est moi qui l'interpelle, ça sera mieux, ça sera plus juste. Donc voilà. Alors, je vous en prie, Madame, on va faire un homme, une femme. Je vous en prie, Madame. Est-ce qu'on peut... Merci. Vous, Madame, puis après Monsieur Gonce, puis après Madame, etc. On fera un système de mixité. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout pour qu'on vous voit à l'écran, Madame? Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, et vous présenter? Merci. Je m'appelle Simonette. Je suis désolée parce que ma langue maternelle, c'est anglais. J'habite à Lamplage depuis quelques mois. Mes parents, ils habitent là-bas depuis les derniers 10 ans. Et c'est une bonne idée, l'augmentation de business avec le plan de réseau, avec le bateau. Je suis contente. Mais déjà, Lamplage, Saint-Paul, Grande-Sainte nous ont déjà donné beaucoup dans les années 60. Nous avons déjà perdu notre plage. Donc quand j'arrive à Lamplage, je dis, c'est Lamplage, c'est où la plage? Et tout le monde me dit, il n'y a plus. Et je suis tellement déçue. J'ai ma petite fille avec moi, elle a 8 ans. Mais je vois, il n'y a pas beaucoup pour donner les enfants. Donc maintenant, nous en donnons plus. Et mon question, je pose, c'est quoi vous a donné à nous? Parce que nous en avons déjà donné beaucoup. Et à ce moment, vous dites, c'est 16 000 emplois. Mais si le montant de chômage continue à augmenter comme maintenant, 16 000, ça ne fait rien. Et deuxième, il n'y a pas beaucoup de réseau parce qu'il y a Malo. C'est bon, mais 2 bus par l'heure à Lamplage, changer à Dunkerque, 1 bus par l'heure dimanche, il n'y a rien pour nous. Il n'y a rien du tout. Et j'habite à Londres. Je suis un citoyen. Aller dans la campagne, je veux une plage. Donc, j'ai juste une petite question. Quand vous faites tout ça, il y a madame qui me corrige. Pense à nous pour le boulot. Parce qu'il y a plus de gens, mon âge, qui ne travaillent pas. Et ce n'est pas juste. Pense à nous avant tout le monde auteur. Demande à nous pour refaire la fac ou BTS. Tout ça pour
Est-ce que vous pouvez parler en face du micro, madame? Oh, I can speak pardon, English. excusez-moi. Oh, okay. This Non, makes non, it non, easy. non, non. No? Oh, you Bon, on said traduira no. alors, tu traduiras. How do I say? Mais est-ce que vous pouvez Oh, yes. poursuivre votre question, madame? They need to prepare us to take the job. We'll translate, madame. On va traduire. Voilà. So- Mais il faut... Voilà. Je vous en prie. My question is, can they prepare us for these jobs? Because we're really willing to learn. We want to learn. We want to work. We don't want these jobs to go to everyone else. Donc la question est, comment pouvez-vous nous préparer à ces nouveaux emplois? Parce que nous, on veut travailler, on veut apprendre, on est prêt. Mais comment vous nous préparez? And I also want a beach. I want them to give us Et something. aussi la plage, hein, quand même. On veut bien bosser, mais on veut bien la plage aussi. Voilà, alors sous les pavés, la plage. Sur la plage, on va répondre à la deuxième partie, madame, si vous voulez bien. Ça fait partie des impacts locaux. Cela dit, sur l'emploi, quelle préparation aux emplois qui sont annoncés? On a un peu de temps, hein, on n'est pas, voilà, on travaille sur longtemps. Quel type de dispositif vous imaginez pour les jeunes, notamment pour les jeunes d'ici, hein? Oui. Mais Je veux dire, déjà, on est content de voir qu'il y a des Britanniques qui veulent rester en France. Hein. C'est bien pour nous. La deuxième chose, concernant si vous voulez, l'emploi, bon, quand vous me dites 10 000 emplois, c'est rien, bah, je suis confus. Enfin, on se bat pour moins que ça, ici, heureusement d'ailleurs. Hein. Donc 10 000 emplois, c'est beaucoup. Monsieur le maire vous a dit, monsieur Carême a dit 24% de chômage. S'il y a 10 000 emplois, ils ne seront pas tous pour cette commune, bien entendu. Ils sont répartis sur l'ensemble des Hauts-de-France, si on peut dire, en particulier sur nos territoires à nous, bien entendu, mais sur la société des Hauts-de-France, ça doit faire baisser le chômage. En tout cas, nous, on travaille pour ça. On travaille pour que le chômage baisse et que la valeur ajoutée soit plus grande. Bon. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, je crois qu'on va tout à fait dans le sens que vous souhaitez. En ce qui concerne les formations, puisque vous parlez de formation, c'est vrai, c'est un sujet. Si on prévoit de mettre 10 000 emplois de plus, il va falloir que les gens qui sont dans ces emplois aient la formation nécessaire. Grâce au ciel, sur la côte ici, on a quand même des instituts et des universités qui sont tout à fait capables de répondre à une grande partie de nos besoins. Vous savez qu'on a même des formations spécifiques maritimes, on a des formations économiques, on a des formations informatiques, etc. Donc je crois sincèrement, et puis si on va un peu plus loin, vous allez vers Dourges, vous trouvez Euralogistique et vous trouvez même un entrepôt-école, etc. Donc je crois que de ce point de vue-là, sans pouvoir garantir qu'on saura faire tous les métiers de 10 ans aujourd'hui, enfin tous les métiers qui seront effectifs dans 10 ans, on a ce qu'il faut pour que la formation soit assurée. Voilà. Bon, en ce qui concerne la plage en plus, ça je ne peux pas vous répondre, on va y venir. Parce qu'on ne prendra pas le sable d'un côté pour le mettre de l'autre, sinon ça fera un trou pour en coucher un autre, donc on n'est pas parti pour ça. Mais est-ce que vous ne pensez pas, pour prolonger quand même la question de la dame, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait bien, pas seulement le port, parce que le port ne peut pas porter à lui seul l'ensemble des problèmes du monde, mais tous les gens qui sont concernés par la formation, c'est-à-dire l'éducation nationale, la région, les dispositifs de formation, les chambres consulaires, etc., se mettent autour d'une table pour étudier les conditions dans lesquelles, effectivement, on peut faire en sorte que les emplois que vous prévoyez soient fléchés, qu'on organise la formation. Oui. Est-ce qu'on n'imagine pas quelque chose parce que le débat public, c'est pas seulement le port face au monde entier, et le port portant sur ses épaules tous les problèmes du monde entier, mais quand même, si on peut envoyer un message aux préfets, aux présidents de région, aux organismes de formation sur lesquels il faut accompagner votre projet d'un dispositif, est-ce que vous pensez que ça serait une bonne idée ou pas? Alors, cette question nous a été posée. C'est une excellente idée. On n'a pas fait beaucoup de réunions en groupe de présentation du projet avant le débat public, mais on en a fait une à la communauté urbaine, une réunion qui était organisée à l'initiative de Patrice Vergrit et de ses vice-présidents, puisqu'il y avait beaucoup de vice-présidents qui étaient là, et qui était une réunion avec tous les chefs d'établissement de la Plaine. Il n'y avait pas que les gens de Dunkerque, il y avait aussi d'autres établissements, avec monsieur le recteur. Et donc le but, c'était de présenter le projet, en tout cas pour ce qui nous concerne, et de voir justement quelles étaient les filières qui allaient recruter et quelles étaient les filières qui allaient être demandées par rapport à ce projet. Donc on a anticipé, maintenant il faudra continuer. Vous savez que nous sommes en partenariat avec la Chambre de commerce, nous sommes en partenariat avec la communauté urbaine, nous sommes en partenariat avec l'Université du littoral de la Côte d'Opale. Donc nous avons déjà une multitude de partenariats qui nous permettent
d'appréhender ce sujet. Mais on n'est pas, puisque ce projet, vous avez vu que les échéances sont quand même dans quelques années, c'est pas tout de suite, c'est pas demain. Donc nous avons le temps de nous y préparer, mais c'est un sujet fondamental. Vous avez raison, madame, de poser cette question-là. La formation pour aller travailler sur les emplois qui seront créés par ce projet, c'est fondamental. Il ne faut pas qu'on se retrouve avec un syndrome, allez, je le dis ici parce qu'il a fait couler beaucoup d'encre, un syndrome terminal méthanier où les emplois viendraient d'ailleurs et seraient faits par les autres. On a besoin d'accrocher ces projets avec le territoire. Nous, on est juste des créateurs de valeur ajoutée, on est des créateurs de projets, on ramène des industriels, je pense qu'on a montré depuis quelques années qu'on était capable d'en ramener, des nouveaux qui n'existaient pas. On va continuer à le faire, j'espère qu'on aura d'autres nouvelles importantes d'ici la fin de l'année, et on accompagnera ça effectivement avec un volet formation important. Mais vous l'avez dit, Monsieur le Président, le port ne peut pas gérer tous les problèmes de la terre. Le port, c'est un établissement public spécialisé qui s'associe avec ceux qui savent faire. Nous renverrons la question à qui de droit. Monsieur Archambault, juste 2 secondes pour dire, en ce qui concerne la formation, vous savez qu'en ce moment on est un peu gêné aux entournures, dans la mesure où notre président de la République a annoncé encore il n'y a pas longtemps une très grande réforme, très en profondeur de la formation, et que donc on n'a pas toutes les clés aujourd'hui, particulièrement le port. Mais croyez bien qu'on y est très attentif et que je pense qu'on saura y répondre quand il va le falloir. D'ailleurs, sans doute, l'observation qu'on vient de faire dans cet échange, qui vaut pour l'emploi, vaut-il également pour les transports? Question posée par madame, parce qu'il faudra bien transporter les gens, soit qui travailleront, soit qui... Voilà. Donc, sans doute, une réflexion d'accompagnement, qui n'est pas la seule responsabilité du port, concerne-t-elle ce sujet également? Monsieur Gons, vous avez la parole. Puis madame, qui a demandé également la parole ensuite. 3 minutes, monsieur Gons. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, mon intervention, elle va porter sur l'emploi. Hein. C'est le mot le plus fort et le plus gros qu'il y a eu sur l'écran. Alors déjà, dans un premier temps, surtout un message que je souhaite passer, ne pas opposer, même si il y a quelques frustrations, on peut dire, sur le choix du projet. Et d'ailleurs, ça a été une des premières questions qu'on a posées au lancement du débat public, c'est l'utilité. Donc c'est vrai qu'on pourrait être frustré parce qu'il y a une orientation de l'Atlantique vue par le maître d'œuvre du Grand Port Maritime, mais ces projets ne doivent pas être en opposition, puisqu'on a bien un projet full conteneur, on l'a bien compris, c'est l'Atlantique, et un projet baltique qui répond à du conteneur et aussi qui apporte une réponse à la sidérurgie. Et ce qui m'amène à embrayer tout de suite sur l'emploi, moi j'ai envie ce soir de faire prendre une conscience ici sur ce territoire, et ça sera vraiment le territoire le plus important. Quand j'entends monsieur le maire, vous êtes sanctionné d'avoir eu cette usine et de ne plus avoir accès à la plage. Bon, déjà, on a encore accès à la plage, on l'a dit, il y a Malo-les-Bains, il y a fait beau ces derniers jours et on peut accéder à Malo-les-Bains. Et on est tous aussi amoureux de notre plage, de notre littoral, et on a tous envie, bien évidemment, d'aller sur ce littoral. Mais est-ce une sanction d'avoir eu ArcelorMittal qui aujourd'hui génère plus de la moitié des emplois du territoire dunkerquois et qui plus est de la vocation industrialo-portuaire du port. Puisqu'on est tous bien conscients que le port s'est développé dans les années 70, pas dans le conteneur, puisque ça serait depuis bien longtemps, mais plutôt dans la partie industrielle, au travers des grands vracs, vracs secs, charbon minerai, qu'on a besoin et qu'on a eu besoin pour l'entreprise d'Arcelor qui s'est développée, qui a commencé avec un haut fourneau 1 et aujourd'hui qui nous apporte 4 hauts fourneaux. Et la vraie prise de conscience que je souhaite faire prendre ici sur tout le territoire, c'est que déjà, avant d'avoir des loisirs et penser aux loisirs, pensons à notre travail. Pensons à nos emplois, ça a été dit, 24% de chômage, c'est dramatique pour notre territoire. C'est dramatique. Moi, par rapport à ce débat public, j'ai envie qu'on prenne en compte, c'est cette part d'emploi à aujourd'hui, où, je viens de vous le dire, c'est 25 000, on peut monter même jusqu'à 30 000 emplois directs, indirects et induits grâce à l'activité industrialo-portuaire et au port de Dunkerque. Si on prend cette usine implantée sur Grande-Synthe, c'est pratiquement la moitié de ces emplois. Et moi, la vraie question que je pose, et le débat que je lance aujourd'hui, est ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est que ce choix de long terme pour le port de Dunkerque, ce choix de très long terme, parce qu'on n'aura pas l'occasion, et on le sait, on entend les gouvernements successifs qui nous disent il n'y a plus d'argent, on ne peut plus construire, et aujourd'hui on serait en retard aujourd'hui.
Notre tour serait passé parce que on a tardé depuis 2008 à développer un projet stratégique. Et quand je parle de 2008, c'est parce que Monsieur Raison l'a dit tout à l'heure, il y a eu une transformation des ports autonomes. Il y a eu des transformations chez les ouvriers. On a mis des opérateurs uniques en place au niveau économique. Il y a cet axe qu'est le développement du port et le projet stratégique. Et ce projet stratégique qui nous a été donné depuis 2008 par Madame Bonny, à l'époque, il a été développé par plusieurs directeurs et aujourd'hui, Monsieur Raison a la chance de pouvoir porter ce sujet, ce projet au plus haut du gouvernement. Et moi, ce que je vous dis aujourd'hui, ce soir, ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que j'ai pas envie qu'on nous dise, c'est plus votre tour, Dunkerque. Parce que Le Havre a eu son port 2000, on a Marseille qui a eu fosse de 2XL, 3XL, et nous, on est le 3e port aujourd'hui, et je pense que c'est notre tour. Et pour finir pour cette partie d'emploi, il faut aller chercher le maximum d'emplois. Il faut surtout donc sauvegarder les emplois qu'on a aujourd'hui et développer avec des acteurs comme Arcelor des déchargements de marchandises premières dans un esprit environnemental et de développement durable. Et là, le bassin de la Baltique nous donne par exemple la possibilité de tracer... Faut conclure, Monsieur Gons. De tracer une bande transporteuse directement jusqu'à l'usine avec toute réflexion d'environnement, puisque là, en vol des poussières serait réglé, etc., etc. Et pour finir, donc cette partie industrielle à sauvegarder, donc ces emplois, je répète, la moitié des emplois industriels ou portuaires est générée par le port, et donc ça dépasse les emplois d'ouvriers dockers. Là, je parle des emplois de tout le bassin d'emploi du Dunkerquois. C'est surtout ne pas faire le mauvais choix où on aurait malheureusement un choix qui serait pris à aujourd'hui par nous tous, qu'on peut défendre encore ici ce soir dans ce débat public, mais surtout que les emplois qu'on vient de nous annoncer et qu'on nous présente par rapport aux conteneurs, c'est-à-dire environ 16 000, que ces emplois surtout ne viennent pas se substituer aux emplois qu'on pourrait perdre si on ne répondrait pas à la partie industrielle portuaire de ce territoire qui doit continuer. Parce que et je finis parce que c'est, je le dis, la moitié des emplois d'ouvriers dockers, mais c'est surtout la moitié des emplois de ce territoire dunkerquois et de ce bassin d'emploi. Donc surtout, pas un projet pour se substituer à la perte de ces emplois, mais à rajouter et à mettre en plus, parce que bien évidemment qu'il faut croire au développement du conteneur. C'est l'avenir. On va passer de 7 milliards à 10 milliards sur Terre d'ici à 2050. Il faudra on va consommer plus, on va distribuer. Voilà. Alors, je voulais laisser les 2 minutes, d'une part, parce que vous êtes représentant d'un important syndicat portuaire, donc quand même, bon. Et deuxièmement, parce que la question que vous posez est exactement la question qu'on entend partout. C'est-à-dire industrie, conteneur. Est-ce que ça joue l'un contre l'autre, etc. Je crois qu'il y a une réponse qui est faite assez régulièrement d'ailleurs, mais marcher sur ces deux jambes, casser de vie. Et est-ce que finalement on n'insulte pas l'avenir? Est-ce qu'on compromet pas l'avenir industriel en jouant sur ce qui pourrait apparaître comme du tout conteneur? Voilà la question qui est posée. J'ai la chance de pouvoir de temps en temps approcher les grands décideurs du monde maritime, dont un qui est localisé à Marseille et que j'ai vu encore la semaine dernière. Le conteneur est une industrie. Elle est capitalistique, elle consomme beaucoup de capitaux. Voilà, c'est une industrie. Donc, dans la tête du port, il n'y a pas d'opposition entre l'industrie qu'on connaît ici, c'est-à-dire l'industrie lourde, la sidérurgie, la métallurgie. Voilà, il n'y a pas d'opposition entre ça et le conteneur. Notre sujet, il est relativement simple pour l'usine de Dunkerque. Il y a 2 clés. La première clé, c'est la performance. Tous les jours, il ne se passe pas une semaine sans que l'industriel en question revienne vers les opérateurs portuaires pour chercher des économies d'échelle sur les déchargements, sur la production, sur leur efficacité. Ça, on le fait tous ensemble. Les pilotes, les remorqueurs, les lamaneurs, les dockers, les entreprises de manutention, le port. C'est un travail qu'on a mené de façon intense depuis quasiment 2 à 3 ans. Hein, ça vient pas d'il y a 6 mois. Donc il n'y a pas d'opposition, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un point de performance de l'usine et un point environnemental. Vous savez que cette usine, c'est le premier émetteur de CO2 quasiment en France. Donc il y a un sujet, mais qui est un sujet industriel, mais qui dépasse bien le port. Donc nous, on n'insulte pas l'avenir, hein, Monsieur le Président. On est vraiment dans une logique où nous cherchons des clés pour faire en sorte d'additionner des projets
et pas de prendre un projet et de lui soustraire celui qui existait déjà. Hein. Notre but, c'est vraiment de créer de la valeur et d'ajouter cette valeur sur le territoire. Et pour ça, je reviens à ce que j'ai dit à la fin de mon exposé, les entreprises durent très longtemps si elles sont liées le plus possible les unes aux autres. Et pour les lier les plus possible les unes aux autres, il faut que nous trouvions des clés. Alors moi je dis souvent, c'est un peu comme la théorie de Lavoisier, un grand chimiste, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir faire en sorte que les déchets des uns ou les coproduits des uns soient utilisés par les autres. Comme ça, comme tout le monde sera lié, eh ben, on aura quand même plus de difficultés à faire en sorte que l'entreprise disparaisse. Ça, c'est notre philosophie aujourd'hui. On essaye notre toile industrielle, parce que c'est comme ça qu'on la présente. Elle comporte autant le conteneur et la logistique que l'industrie lourde, que la sidérurgie. Et il faut que tout ce monde-là soit lié. Aujourd'hui, on a une grande question sur l'exportation des conteneurs d'ArcelorMittal dans le monde entier, qui ne passe pas encore par le port de Dunkerque pour des questions de desserte, pour des questions de coût, pour des questions de performance. Donc si demain, tous les conteneurs d'ArcelorMittal à l'export passent par le port de Dunkerque plutôt que de passer par le port d'Anvers, on aura attaché le trafic ici sur Dunkerque. Madame, on reviendra forcément à cette question-là. Je vous en prie, madame.